Maintenant, on va céder tout de suite la parole à Daniel Jacobi, qui est professeur émérite de l'Université d'Avignon. Parmi ses domaines de recherche, il a mené des travaux sur les discours et l'imagerie scientifique, sur les dispositifs d'interprétation des musées, du patrimoine et des expositions. Et il est également spécialiste de l'évaluation de l'éducation non formelle. Alors, parmi ses nombreuses publications, je citerai par exemple Les sciences communiquées aux enfants, travail d'édition et éducation non formelle, ou encore Images d'exposition, exposition d'images, ces deux ouvrages qui ont paru en 2005. Alors aujourd'hui, il nous parlera de la patrimonialisation improbable de la littérature de jeunesse documentaire scientifique. J'ai commencé à travailler il y a très très longtemps. J'étais spécialiste à l'époque de l'éducation des adultes et je m'intéressais aux différents moyens d'autodidaxie. Je dirigeais un laboratoire avec beaucoup de chercheurs et je n'avais jamais fait de thèse. Et donc, un beau jour, pour changer de catégorie dans le ministère auquel j'appartenais, il y a un membre du jury qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est ce type qui dirige un labo et qui publie alors qu'il n'a jamais fait de thèse ?» Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à faire une thèse. Et comme j'étais en éducation et que je trouvais que la recherche en éducation n'était vraiment pas intéressante, j'ai décidé de faire un doctorat en sciences du langage, en linguistique. Et donc, comme je m'intéressais à ce qui permettait d'apprendre tout seul, j'ai pensé que la vulgarisation scientifique serait un domaine intéressant pour moi. Donc, j'ai parcouru la littérature sur la vulgarisation scientifique et au moment où j'ai commencé à travailler sur ce domaine-là, j'en parle très rapidement, la littérature scientifique sur la vulgarisation scientifique était extrêmement critique. En gros, on disait que non seulement c'était inefficace, mais que ça avait tendance à augmenter le degré d'ignorance des lecteurs. Donc, moi, je trouvais ça un peu extravagant. Et donc, d'emblée, dans ma pratique, dans les contacts que j'avais avec les autres chercheurs, ce qui me frappait, c'est que les chercheurs eux-mêmes faisaient beaucoup de vulgarisation. Et donc, mon idée, ça a été de construire un corpus, c'était ma thèse de troisième cycle, ça, seulement avec des chercheurs qui publiaient dans des revues de vulgarisation. Et donc, j'ai comparé le texte qu'ils avaient publié quasiment à la même période, le même mois ou la même semaine, à la fois dans une revue savante, destinée seulement à leurs pairs, et dans une revue de vulgarisation de type La Recherche ou Pour la Science. Et donc, ma théorie, celle que j'ai soutenue dans ma thèse, c'était que pour comprendre le fonctionnement de la vulgarisation scientifique, il fallait aller plutôt regarder du fonctionnement de ce que Bourdieu appelle un champ, c'est-à-dire le champ scientifique. Pour comprendre le fonctionnement de la vulgarisation, celle qui a vraiment de la force et de l'impact, il faut comprendre qu'un chercheur a tout intérêt, en tous les cas à un moment de sa carrière, à faire de la vulgarisation et à être présent dans les médias. Ça fait partie pour lui de la manière de renforcer sa place dans le champ et de gagner en autorité. Alors, du coup, comme les gens savaient que je travaillais sur la vulgarisation, un jour, il y a très longtemps, j'ai reçu une commande en me disant « On veut quelqu'un qui publie dans la revue, s'il s'agissait du coup de l'équipe de pratique, on veut quelqu'un qui soit capable de publier sur la vulgarisation scientifique pour les enfants. » Moi, je dis « Écoutez, trouvez quelqu'un d'autre, je ne m'y suis jamais intéressé, je n'y connais rien et je ne suis pas capable de vous proposer quelque chose. » Ils sont revenus à la charge. Et bon, à l'époque, dans pratique, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans les centres de documentation des collèges. Et donc, je leur ai dit, si vous avez un corpus, peut-être que je peux regarder et voir si je peux arriver à écrire quelque chose. Et donc, j'ai dit, regardez comment on parle aux enfants de la fièvre. Qu'est-ce que c'est avoir de la fièvre? Alors, donc, elles m'ont envoyé... à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, on ne scannait pas et on n'utilisait pas beaucoup Internet. Elle m'a envoyé dans une grande enveloppe un paquet de copies de textes qui expliquaient dans des encyclopédies ou dans des revues de vulgarisation ce qu'était la fièvre. Et donc, quand j'ai parcouru ce corpus, évidemment, ce n'étaient pas des textes de chercheurs,
c'était des textes de journalistes et de vulgarisateurs. Même moi, je n'arrivais pas bien à comprendre ce qu'on était censé expliquer aux enfants. Et pourtant, ma première formation, c'est une formation scientifique. Je suis allé jusqu'au diplôme d'études supérieures en sciences de la vie. Donc, en principe, je connaissais, j'étais à l'aise avec le contenu. Donc, j'ai publié mon premier texte sur la vulgarisation, la littérature de jeunesse dans Pratique, et c'était gentil, mais un peu critique quand même. Et puis, j'avais mis ça de côté, et je pensais que j'étais quitte avec la vulgarisation pour enfants. Et j'ai eu une deuxième commande qui est venue de l'INRP, qui m'ont dit, on a lu tes travaux sur la vulgarisation, et notamment, dans mon doctorat d'État, j'ai un gros morceau de ma thèse qui porte sur les documents scripto-visuels de communication scientifique, c'est-à-dire sur le rapport entre le donné à lire et le donné à voir dans les documents de communication scientifique. Et donc, ils me disent, c'est vraiment bien ce que tu racontes sur le rapport dans le document scripto-visuel entre le texte et l'image. On aimerait bien que tu fasses quelque chose pour nous. Et donc, à ce moment-là, je découvre dans la librairie les nouvelles collections de Gallimard. Et donc, je tombe sur la coccinelle. Alors, c'est là que si, Marcella, tu pouvais montrer la coccinelle de Benjamin Découverte de Gallimard. Alors, c'est David qui a la main sur les images maintenant. C'est moi qui l'ai et je vais essayer de vous partager ça tout de suite. Bon, Fenêtre. donc, ça va vous dire quelque chose. Dites-moi que vous l'avez. Vous l'avez? Ah voilà, ça y est. C'est bon. Vous voyez la coccinelle. C'est la présentation de la couverture. Hein, télécharger la couverture, c'est ce que j'ai fait. Donc, alors, c'est assez joli et c'est une révolution dans l'édition pour enfants parce que c'est très soigné et dans la coccinelle, il y a des feuilles transparentes. Et donc, vous pouvez voir le dessin verso et le dessin recto quand vous tournez la page. Et donc, c'est assez spectaculaire. Et la structure de la coccinelle, c'est un chronotope au sens de Bakhtin, parce que quand vous parlez de la coccinelle, vous n'avez qu'une solution, c'est parler de son cycle de vie. Les œufs de coccinelle, ils se trouvent au verso des feuilles, et puis ces œufs, ils donnent naissance à une petite larve. Cette larve grossit, elle mue, puis elle devient une chrysalide, et puis la chrysalide, à un moment donné, s'ouvre et donne naissance à un insecte parfait. Alors donc, j'ai comparé la coccinelle chez 5 ou 6 éditeurs, et j'ai fait une analyse contrastive de ces chronotopes destinés aux enfants. Et alors, là aussi, mon diagnostic est assez sévère, parce que à la fin de la coccinelle, celui que vous avez sous les yeux, il y a un jeu qui est destiné aux enfants. Et on leur demande, on leur montre toute une série de petits animaux et on leur dit lequel d'entre eux est un insecte et lequel n'est pas un insecte. Et moi, je sais de quoi je parle, je mets au défi qui que ce soit qui a lu la coccinelle de Gallimard de savoir ce qu'est un insecte. Qu'est-ce que c'est qui permet, en voyant une photo d'une petite bête, de dire ça c'est un insecte, ça c'est pas un insecte. Un jour, en conférence, j'ai raconté ça devant la création de la collection Benjamin Découverte chez Gallimard. Il n'était vraiment pas content, mais je dois dire que l'analyse objective de son matériau me conduisait à dire ça. Alors, à ce moment-là, bon, c'était ma deuxième publication, j'ai publié 2 fois dans 2 supports différents l'analyse des coccinelles. À ce moment-là, j'ai reçu une commande. Comme vous savez, c'est très rare dans notre domaine. J'ai reçu une commande d'un éditeur qui m'a dit « Ce que tu racontes sur la vulgarisation pour enfants, c'est absolument neuf et formidable. Je veux faire un livre. » Alors, bon, je dis « Mais je ne travaille pas du tout là-dessus, je n'ai pas assez de matériaux. » Ah, il me dit « Mais si, ce que tu as déjà fait, on fait une introduction et ça fera un joli petit livre. » Alors, je commence à tourner l'idée dans ma tête, et puis je donne à lire
ce projet de livre à quelques-uns de mes lecteurs sérieux. Je ne sais pas si vous avez des lecteurs. Moi, j'ai eu une chance pendant toute ma carrière de publication. J'ai des vrais lecteurs, pas de ceux qui vous tapent sur l'épaule en disant « formidable ton truc », et en fait, ils ne l'ont pas lu et ils s'en sont débarrassés. J'ai des vrais lecteurs et ils me disent tous les deux « écoute, tu es vraiment sévère pour la vulgarisation, tu es même méchant ». Alors, ça m'embêtait beaucoup de publier un ouvrage sur la vulgarisation scientifique pour enfants qui était une critique radicale de la vulgarisation faite aux enfants. Donc, je me suis dit, ce n'est pas du tout mon point de vue, moi je pense que c'est bien de faire de la vulgarisation pour les enfants, il faut que je fasse un article d'éloge sur la vulgarisation faite aux enfants, à destination du public d'enfants. Et donc, je me mets en chasse de ce livre, et bien sûr, je ne le trouvais pas. Et par chance, j'ai un de mes frères, le plus jeune de mes frères, nous sommes plusieurs garçons dans la famille, qui était à ce moment-là, il ne l'est plus maintenant, conseiller pédagogique dans l'Académie d'Aix-Marseille. Je l'appelle et je lui dis, est-ce que tu serais capable, toi qui es avec des enfants et des instituteurs toute la journée, est-ce que tu serais capable de me conseiller un bon livre de vulgarisation scientifique? Et donc, il me rappelle 2 jours après en me disant, enfin Daniel, pourquoi tu me poses une question aussi idiote? C'est quand même toi qui m'as acheté et m'a fait lire, quand j'étais tout petit, Apoutsiak. Et donc, à ce moment-là, je me suis allé rechercher Apoutsiak. Voilà Apoutsiak qui apparaît sur votre écran. Alors, Paul-Émile Victor, il devait savoir qu'un jour, je ferais une thèse sur les chercheurs qui font de la vulgarisation pour enfants, et il a anticipé, parce qu'il est exactement sur ce profil-là. C'est un ethnologue, un explorateur très connu. Il initie des voyages au pôle arctique parce qu'il s'intéresse à la vie des Esquimaux. Il est envoyé par le musée d'ethnographie du Trocadéro. Il a lui-même une bonne formation d'ethnographe. Et donc, il réussit à accomplir le rêve de sa vie, le rêve scientifique de sa vie. Il passe toute une année au sein d'une population esquimau. Et notamment, il partage avec eux la longue nuit dans laquelle, comme vous savez, la situation n'est quand même pas très drôle. Vivre aussi longtemps dans le noir, tous tassés dans une même hutte. Alors, il ramène de cette expédition, je crois, 3000 ou 4000 objets, un film, un ouvrage qui s'appelle Boréal, qui publie pour un ouvrage de recherche ethno. Et puis, en 1948, 10 ans après, à la demande de Pierre Fauché, directeur des ateliers du Père Castor, il accepte de faire un livre pour enfants qui est le numéro 1 d'une collection du Père Castor, plutôt pour les enfants de 9-12 ans. C'est à peu près la cible qui avait été dessinée, qui s'appelle « Les enfants du monde ». Et donc, Apoutsiak, le petit flocon de neige, c'est la traduction en français du mot Apoutsiak dans la langue inuit. Esquimau, aujourd'hui, il ne faut plus le dire. Comme vous le savez, c'est une manière un peu raciste de les désigner. Il faut dire inuit. Mais bon, ça s'appelait Esquimau à l'époque. Donc, Apoutsiak sera un petit Esquimau dans mon récit, dans mon exposé. Alors, le livre paraît en 1948 et aujourd'hui encore, il est édité et vendu par Flammarion. Alors, il a eu beaucoup de malheur parce qu'à un moment donné, vous voyez que la typographie de Apoutsiak, parce que c'est Pierre Fauché qui a contrôlé tout ça, est extrêmement raffinée. Je ne sais pas si tu peux tourner les pages. Vous pouvez tourner les pages. Voilà, vous voyez qu'il y a des espèces de calligrammes qui parcourent la double page du cahier ouvert. Et puis, vous voyez également qu'il y a 2 typographies au sein de la même page. Vous avez un caractère en italique en gras qui raconte une histoire. Et puis, vous avez en bas de page un petit texte dans une autre typo en plus petit caractère qui décrit l'image et la commente. Et donc, vous voyez qu'on est sur deux niveaux de lecture qui ont été volontairement fabriqués pour cela. On voit bien que ce livre-là
est conçu non pas pour un rapport direct entre l'enfant et le livre, et l'objet livre, mais avec la médiation d'un adulte. Alors, avec Nathalie Augier, qui était à ce moment-là, Nathalie Auger, qui était à ce moment-là à terre dans mon labo, à l'université de Bourgogne, à Dijon, on a fait quelque chose qu'on a publié un peu plus tard, c'est-à-dire qu'on a offert à Poutsiac à un parent qui avait un enfant dont l'âge coïncidait, et le parent a lu le livre, et puis après l'a offert à son enfant, et nous avons enregistré la première fois où l'adulte, l'enfant et le parent lisent ensemble à Poutsiac. C'est un matériau absolument formidable, très compliqué à analyser, mais absolument formidable. Et ces interactions langagières entre l'objet livre, l'enfant et l'adulte sont tout à fait fascinantes. Alors, je dois dire que moi-même, j'ai fait cette manip avec mes petits-enfants, et il faudrait que tu me trouves la page où on voit Poutsiac qui vient de faire de la luge avec une peau de phoque. Il est fatigué. Ah, le voilà, ça y est. Vous voyez qu'à Poutsiac, là, donc il joue avec les copains de son âge, et le soir, d'ailleurs, il est très fatigué, et il va dormir avec son vêtement en peau de bête. Et puis, vous voyez qu'il a une ficelle attachée à la cheville. Vous voyez cette longue ficelle qui est attachée à sa cheville. Alors, donc, mon petit-fils, Norio, me dit, mais qu'est-ce que c'est cette ficelle? Tu ne peux pas m'expliquer? Donc, on peut parcourir le livre dans tous les sens. Nulle part, il est fait allusion à la présence de cette ficelle. Figurez-vous qu'un jour, j'ai été invité au musée du Quai Branly pour les journées polaires. Et donc, quelqu'un avait entendu parler de mon texte sur Poutsiac, et on m'a invité à donner une conférence dans la grande salle de conférence du musée du Quai Branly sur Poutsiac. Dans la salle, il y avait les deux enfants de Paul-Émile Victor, Daphné Victor, qui travaille dans l'édition, et Jean-Christophe Victor, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui animait sur Arte l'émission qui s'appelle Le Dessous des cartes, et donc qui existe toujours, qui est une très très belle émission. Et donc j'ai eu droit à quelque chose d'assez, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Donc l'amphithéâtre était plongé dans le noir, il était plein, il y avait au moins 200 personnes, et on a entendu Poutsiac raconté par Paul-Émile Victor à ses enfants qui étaient présents dans la salle. Et derrière, j'ai enchaîné mon exposé. Alors, cet exposé sur Poutsiac et les albums du Père Castor, j'ai dû le présenter ici ou là, je ne sais plus si c'est 5 fois ou 6 fois ou 7 fois, moins de 10 fois, mais plusieurs fois. Et chaque fois que j'ai arrêté mon exposé en expliquant pourquoi c'était un livre tout à fait extraordinaire et pourquoi c'était un chef-d'œuvre, parce que c'est un chef-d'œuvre, il y avait la queue des gens qui voulaient parler avec moi de Poutsiac. J'ai jamais connu ça après une conférence. Et quand on me parlait d'Apoutsiac, il y avait un souvenir extrêmement fort, une émotion incroyable dont les gens me parlaient. Vous savez, ma fille est ethnologue. C'est parce que j'ai lu avec elle Apoutsiac. Ça a déclenché à elle l'envie de faire ce métier, etc., etc., etc. Donc, je voudrais insister sur cette dimension patrimoniale affective. Je vais passer à l'aspect strictement patrimonial, et ma position, comme l'indique mon titre, c'est que la patrimonialisation du livre, c'est probablement infaisable, que c'est improbable en tous les cas. Mais en tous les cas, d'un point de vue affectif, il est clair que certains ouvrages de vulgarisation scientifique ont un impact affectif très fort sur les parents et sur les enfants. Ça, j'en suis sûr. Alors, donc, peut-être que je voudrais encore montrer une chose. Est-ce qu'on voit la dame Esquimau qui est en train de éplucher un phoque? Elle a un Je vais regarder si c'est le cas dans ce document-ci. Oui, on va le trouver, Oui. je pense.
On va la voir. C'est ceci, à droite? Pour moi, je ne le vois pas. Mais Ah, on la voit avec un couteau et elle est en train de dépecer un phoque. oui, Vous la oui, voyez, c'est ce vous? qu'on voit à droite. Voilà. Marcella Alors, ou Mathilde, vous pouvez me confirmer qu'on le voit bien? oui, Oui, moi on je le voit vois bien pas ça. On parce voit qu'il y a parfaitement, la ouais. liste des. Je vois les têtes, mais vous le voyez, c'est parfait. Alors, moi je sais d'où vient cette image. Comment elle a été fabriquée. Dans Boréal, qui est l'ouvrage scientifique qu'a publié Paul-Émile Victor au retour de son expédition au pôle, c'est sa première grande expédition, celle où il a séjourné pendant la Grande Nuit, il a fait des dessins. Il a fait un film, il a fait des dessins, il a pris des notes qui lui ont permis de faire son travail d'ethnologue. Les dessins, ils étaient faits sur un carnet à la main. Et pour faire les dessins qu'il a envoyés au père Castor, il a décalqué ces coquilles de terrain. Vous savez comment on fait quand on est enfant en noircissant un calque et puis en réappuyant dessus. Et j'ai retrouvé dans Boréal la même image, mais à l'envers. Vous savez, comme quand on la regarde dans un miroir. Et donc, on voit bien comment les dessins scientifiques de Boréal sont devenus les illustrations des albums du père Castor. Bon, j'arrête avec ces détails. Donc, j'ai publié dans la revue Recherche en communication un article un peu plus savant pour expliquer pourquoi Poutsiak était, selon moi, un chef-d'œuvre, non pas de la littérature jeunesse, documentaire scientifique pour enfants, mais de la littérature tout court. Alors, bon, c'est un point de vue, ça doit pouvoir se discuter, mais je le maintiens. Alors, maintenant, avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que les ouvrages de vulgarisation scientifique pour enfants ou les ouvrages de vulgarisation scientifique tout court sont en voie d'entrer dans le patrimoine ou pas? Alors, moi, je dis que la patrimonialisation de la littérature documentaire scientifique est improbable parce que, vous savez, à l'exemple du cinéma, qu'il n'existe pas de patrimoine cinématographique. On ne peut pas aujourd'hui projeter un film dans une exposition sans s'endetter très lourdement. Tous les films qui sont aujourd'hui possibles à projeter quelque part, ils appartiennent à un distributeur. Et la distribution est payante. Comme disait Malraux, par ailleurs, le cinéma est une industrie. On peut dire la même chose du livre. Par ailleurs, le livre est une industrie. Donc, les produits industriels, ils ont du mal à se plier à la patrimonialisation. Alors, pourquoi ils ont du mal à se plier à la patrimonialisation? Dans la loi sur les musées, qui ne s'applique évidemment qu'aux musées de France, il y a un article très, très important qui explique que les collections qui appartiennent au musée sont inaliénables et imprescriptibles. Ça veut dire qu'on ne peut ni les jeter, ni les vendre. Elles sont ad vitam aeternam intégrées dans le patrimoine. C'est-à-dire que le patrimoine, il est éternel, il est hors du temps. Et donc, le livre, comme vous savez, dans les bibliothèques, on procède à ce qu'on appelle, vous trouvez le bon mot, c'est pas le toilette, l'écrémage. On écrème les bibliothèques, c'est-à-dire que chaque année, dans une bibliothèque, les livres qui ne sont plus consultés, qui ne servent plus à rien, on les vend ou on les met à la poubelle. Dans un musée, c'est impossible. Une collection, à partir du moment où elle a son numéro d'inventaire, on lui a fait subir toute une série de traitements, on l'a décrite, on l'a numérisée, etc. Et donc, j'ai dirigé un numéro de la revue professionnelle de lettres de l'OCIM qui s'appelle « L'aliénation des collections ». Ce n'est pas le titre qu'on lui a donné, mais j'ai publié récemment, c'était l'année dernière, une série d'articles sur la difficulté de se défaire des collections dans notre pays. On y arrive quand même, mais c'est très compliqué. Administrativement, ça prend un temps fou. Parce qu'aujourd'hui, le problème des musées, c'est que le patrimoine, il déborde de partout. On ne sait plus qu'en faire. Il y a eu un rapport du Sénat, comme vous le savez, qui dit que c'est une idiotie que de bloquer des mètres carrés qui coûtent très cher pour
y installer les réserves des musées. Ça n'a pas de sens d'un point de vue économique. Ça a peut-être un sens du point de vue culturel, mais économiquement, c'est une absurdité. Et donc, vous avez remarqué comme moi que les grands musées, le Louvre pour ne pas le nommer, déménagent les réserves pour les installer ailleurs, dans des endroits où le prix du mètre carré est beaucoup moins élevé. Ceci dit, je plains les conservateurs du musée du Louvre qui devront prendre le TGV chaque fois qu'ils voudront aller vérifier quelque chose à Lens, où seront dorénavant les collections. Alors, donc, est-ce qu'on a des traces? Bon, puisque Apoutsiak est un chef-d'œuvre, je me suis dit, est-ce qu'on a des traces qui indiquent que Apoutsiak est en train d'être patrimonialisé? Alors, en fait, j'en ai trouvé. Il y en a deux, je vais vous les citer. La première, je n'étais même pas au courant avant de préparer cet exposé, c'est que on peut faire inscrire à l'UNESCO des produits éditoriaux. En France, on ne l'a pas fait souvent. On l'a fait pour les cahiers de laboratoire de Louis Pasteur. On l'a fait pour tous les textes préparatoires de la Déclaration des droits de l'homme. Et tenez-vous bien, on les a fait pour les archives du père Castor. Le fils de Pierre Fauché a eu cette intelligence de demander, ça se fait par l'intermédiaire du ministère de la Culture, et les archives de tous les albums du père Castor sont dorénavant inscrits sur le registre Mémoire du Monde. Ça a été fait pour le père Castor en 2017. Alors, ceci dit, vous savez, ça n'a quand même pas une importance capitale que l'inscription à l'UNESCO. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais l'inscription à l'UNESCO, c'est une médaille en chocolat. Ça ne rapporte pas un seul centime. Ça rapporte de la notoriété. Et ça fait venir des touristes qui, si le patrimoine est mal protégé, le détruisent. Donc, l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, ce n'est pas nécessairement une bonne opération. Et aujourd'hui, ça coûte une fortune parce qu'il faut créer un groupe de lobbying et le financer pendant au moins 5 ans pour avoir une chance que le ministère de la Culture français l'inscrive sur la liste des candidats et puis que le groupe international ratifie ou ne ratifie pas la proposition du ministère de la Culture français. La deuxième trace que j'ai de la patrimonialisation effective de Apoutsiak, c'est un musée. En fait, c'était un tout petit musée qui s'appelait le musée Paul-Émile Victor à Prémanon, qui a été transformé maintenant en musée des expéditions polaires. J'y suis pas allé, je ne l'ai pas visité. Je visite beaucoup de musées et d'expositions puisque c'est mon métier, mais celui-là, je ne l'ai jamais vu. Mais on me dit que le manuscrit de Apoutsiak est dans les collections de ce musée. La deuxième trace, c'est le fils de Pierre Fauché a aménagé le moulin familial avec toute une série d'ouvrages et de collections. Ça se trouve à Meuzac, à côté de Limoges. Donc, en réalité, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas ici ou là des ébauches de patrimonialisation du livre, et notamment du livre documentaire scientifique jeunesse. Alors, moi, je pense que ce sera toujours compliqué parce que le livre, c'est un objet multiple, c'est un objet de série, ce n'est pas du tout un objet exceptionnel. Peut-être que les livres d'artistes en édition limitée, numérotée, etc., pourraient être considérés comme des œuvres ou des objets faciles à patrimonialiser, mais dans la plupart des musées de société, les musées d'ethno, les musées d'histoire, en fait, les collections sont composées d'objets ordinaires, d'objets courants, d'objets qui existent en une multitude d'exemplaires. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'ils deviennent patrimoine? C'est le fait qu'on les met en exposition et qu'on leur donne un numéro d'inventaire et puis qu'on les interprète d'un point de vue scientifique ou culturel. Donc, ça s'appelle, si vous êtes intéressé par cette question, ça s'appelle l'objet témoin. Donc, tout le monde est bien conscient que ce n'est pas des objets tellement... ils n'ont pas de valeur proprement dite, ils n'ont qu'une valeur documentaire ou pédagogique, celle d'être un objet témoin qui, dans l'exposition,
permet d'expliciter un geste, une technique, etc., mais qui n'a pas de valeur en soi. Donc, voilà. Il me semble que ce qui fait que l'objet témoin devient un objet patrimonial, c'est sa mise en exposition. Et c'est la réflexion sur la mise en exposition des objets commerciaux qui permet d'entreprendre cette démarche de patrimonialisation. C'est pour ça que je la qualifie d'improbable. Voilà, j'ai terminé avec ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis à ma demi-heure. Tout à fait, c'est parfait. Y a-t-il des questions? Je vois des mains qui applaudissent par-ci, par-là. Non? Moi, j'aimerais bien... Oui, vas-y alors. Non, je passerai après toi. Non, non, vraiment, vas-y, je t'en prie. Je baisse la main, je coupe le micro. Moi, c'était plus en fait une réflexion qu'une question, mais je voudrais vous remercier aussi pour cette question que vous avez soulevée de la dimension affective du patrimoine, particulièrement dans le cadre de ce qui est transmis aux enfants. Parce que je m'interrogeais en vous écoutant, on parlait de cette mise en exposition du livre qui le fait entrer dans le patrimoine, et je pensais à ce qui crée un effet ou une conscience du patrimoine auprès des enfants, qui sont aussi un public de ces livres. Et donc mon propos n'est pas très clair parce que vraiment c'est une question floue dans ma tête, mais est-ce que la médiation d'un objet par le biais d'une figure d'autorité qui peut être le parent, par exemple, peut être considérée comme la construction d'un patrimoine auprès du public que sont les enfants? Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, ce que je viens de dire. J'ai bien perçu dans l'exposé précédent que il faudrait éclaircir dans quel sens on emploie le mot patrimoine. Le mot patrimoine, aujourd'hui, il est à toutes les sauces. Il est victime de son succès. Si on veut regarder le patrimoine de manière technique et professionnelle, c'est faux, cette définition floue et large du patrimoine. Tout est patrimoine d'une certaine façon. À partir du moment où ça laisse une trace ou un souvenir et qu'on a plaisir à le revoir. Je ne crois pas que ce soit ça le patrimoine. Le patrimoine, les chercheurs qui ont travaillé sur la patrimonialisation, je pense à Nathalie Hennick et à mon collègue et ami Jean Davalon, montrent bien que tout n'est pas patrimoine. Le patrimoine, c'est une construction, et c'est une construction technique qui suppose, d'abord ça coûte cher, on est à l'opposé du collectionneur. Dans la bibliothèque où je pense vous travaillez aujourd'hui, j'ai reçu un livre sur la collection puisque je devais le recenser, puis je ne l'ai pas fait parce que le livre n'est pas très palpitant. Mais donc, la collection, ça c'est intime et c'est privé. On peut collectionner tout ce qu'on veut et l'accumuler à sa façon. Et les collectionneurs, comme l'a montré Christian Pomont, c'est le premier geste de la patrimonialisation. Mais c'est privé, c'est intime. La collection, c'est public. Et donc, et ça doit être justifié et raisonné. Donc, on ne peut pas collectionner n'importe quoi. Et il y a des règles pour bâtir la collection. Si on va dans les musées des beaux-arts traditionnels, tous les musées des beaux-arts présentent les tableaux de la même façon. Si on va dans un muséum d'histoire naturelle, partout dans le monde, les objets sont présentés et classés de la même façon. Donc, on voit bien que c'est une affaire. Les musées de société n'en sont pas là. Dans les musées de société, dont le propos scientifique et culturel est plus flou, on n'a pas cette espèce d'organisation internationale. Mais les vrais modèles sont le musée des beaux-arts ou les muséums d'histoire naturelle. Le musée d'histoire naturelle, c'est le plus ancien des musées. C'est celui qui a donné un peu son organisation, sa taxonomie, l'importance de la taxonomie à tous les autres musées. Et donc, on voit bien que le fait de faire entrer les objets ou les parties de la collection dans des classes, dans des catégories,
Ça ne se fait pas n'importe comment. C'est une affaire dans laquelle il y a un consensus scientifique international. Hein, donc, ce qui est assez paradoxal aujourd'hui, parce qu'on utilise un modèle taxonomique dans les muséums d'histoire naturelle qui date du XVIIIe siècle. Bon, comme entre-temps, il y a eu la révolution de l'écologie, les musées sont un peu en porte-à-faux. Et vous savez qu'il y a eu un conflit à l'ouverture de la grande rénovation de la grande galerie de l'évolution. Il y a eu un conflit sévère entre ceux qui avaient conçu l'exposition et les spécialistes qui les supervisaient, parce que la théorie de l'évolution qu'on présentait dans la galerie de l'évolution, c'était plus la théorie moderne. Et donc, finalement, les gens qui avaient conçu l'exposition étaient obligés de démissionner et de partir. Donc, vous voyez, dans le patrimoine, on est dans une affaire sérieuse. On n'est pas dans une affaire sentimentale. On n'est pas dans l'émotion. Donc, si vous montrez des tableaux dans un musée des beaux-arts, vous devez les classer par école. Normalement, vous devez les présenter chronologiquement, etc., etc. Bon, voilà. Et donc, c'est pour ça que bon, le livre, en plus, c'est un objet qui est petit, qui est fragile. Si on le met à la lumière, on le détruit. Donc, exposer un livre, franchement, c'est pas une bonne, c'est pas bien soigner sa collection. Donc, vous avez remarqué que quand on expose des livres, on les ouvre à certaines pages, on les met dans une vitrine que personne ne le touche. Et en plus, il y a quelque chose qui fait que le livre est compliqué à mettre en exposition, sauf si on l'agrandit, mais c'est absurde d'agrandir les pages d'un livre, d'un point de vue sémiotique. Le livre, il a un format, il a une matérialité, et il a des techniques qui ont permis de le fabriquer, et il faut absolument préserver ça. Ça fait partie même du fonctionnement de cet objet. Donc, en fait, le livre, il est fait pour être lu dans une position assise, avec un rapport praxémique qui est invariant. C'est-à-dire, quand vous consultez un livre, vous êtes assis dans votre fauteuil, sur votre canapé, sur votre chaise, à votre bureau. Le livre est posé, il est à une distance qui ne variera pas. Quand vous allez dans un musée, c'est tout le contraire. Vous allez vous promener, vous allez vous déplacer, vous allez vous arrêter ou ne pas vous arrêter, et vous allez effectuer un réglage qui est très important, qu'on appelle le rapport proxémique. C'est la distance à laquelle je me tiens par rapport à ce qui est, par rapport à l'expo, ce qui est exposé, et que je vais régler, soit tout seul, soit avec le groupe qui m'accompagne. Je vais m'approcher, je vais m'éloigner, etc. Je vais me mettre tout près pour lire l'étiquette, la lire à haute voix pendant que les autres regardent, etc. Donc, c'est une pratique, la reconnaissance du discours de l'exposition, c'est une pratique culturelle qui n'a rien à voir avec le livre. C'est pour ça que le livre n'est pas bien à sa place dans une exposition. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos. Vas-y Mathilde, moi je t'en prie. Merci. Merci beaucoup pour votre exposé. Je comprends mieux, je crois que vous avez en partie répondu à la question que j'allais vous poser, mais donc, si je comprends bien, si on prend comme exemple Apoutsiak, a priori, c'est un objet qui n'a pas vocation ou pas la possibilité d'être patrimonialisé, non seulement parce que c'est un documentaire ethnographique, ou en tout cas c'est inspiré d'un documentaire ethnographique, et aussi parce que c'est un livre. Parce que c'est un livre, oui. C'est un objet livre. Et donc, à ce moment-là, il aura un statut qu'on a théorisé sous le nom d'objet témoin. Si vous vous intéressez à la littérature muséologique, vous chercherez dans Internet objet témoin et vous verrez ce qu'on raconte sur l'objet témoin. C'est particulièrement vrai des musées, des collections d'ethno, de ce qu'on appelle aujourd'hui les musées de société. Je déteste l'appellation musée de société qui a été inventée par Émilie Vaillant et puis je ne sais pas qui dans un congrès qui a eu lieu à Mulhouse pour faire pression sur le ministère de la Culture et la direction des patrimoines qui ne s'intéressaient qu'aux beaux-arts et au musée d'histoire naturelle. Et donc, elles se sont dit, on ne s'intéresse pas à nos musées parce qu'on a des collections et ça n'apparaît pas comme une catégorie claire. Donc, elles ont inventé cette notion de musée de société. Vous pouvez trouver ça en ligne aujourd'hui, dans lequel c'est les actes du congrès de Mulhouse.
Et moi, je déteste cette appellation. Là-dedans, on met les musées techno, les musées d'anthropo, les écomusées, les centres d'interprétation, etc., etc. Donc, c'est une catégorie creuse. Mais alors, donc, les objets qu'on présente dans les musées, ce qui leur donne leur statut de patrimoine, j'insiste, c'est le fait qu'ils soient dans une exposition, qu'elle soit permanente ou temporaire, ou semi-permanente. En les mettant en exposition, en les étiquetant, on est obligé de leur donner un numéro d'inventaire, de les décrire, de les cataloguer. Et donc, c'est ça le patrimoine. Le patrimoine, c'est toute une série d'opérations qui font que on est entré dans une collection publique, inaliénable et imprescriptible, et qu'on n'en sortira plus jamais, sauf à mettre en œuvre un processus d'aliénation administratif long et compliqué. Donc, les livres peuvent au mieux être des objets témoins, mais pas une catégorie à part entière pour des musées, pour des collections de musées. D'ailleurs, vous remarquerez que les ouvrages anciens, les ouvrages importants, ils sont dans les fonds anciens des bibliothèques, pas des musées. J'ai publié dans le numéro de Culture et Musée que j'ai dirigé juste avant le vôtre sur la patrimonialisation, sur les collections muséales, j'ai publié un article dans Henriot qui a fait une enquête sur les collections patrimoniales dans les bibliothèques. Ces ouvrages anciens, généralement bien illustrés et qui sont précieusement thésaurisés dans les réserves des grandes bibliothèques. J'essaie simplement de clarifier ma compréhension de votre exposé, mais peut-être que je répète des choses. C'est des choses que vous avez dites. Donc, il y a le statut de documentaire ethnographique, le statut de livre de consommation fragile, peu exposable, etc., et le statut d'œuvre littéraire. Et au fond, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas le patrimonialiser en tant que livre, on ne peut pas le patrimonialiser en tant qu'objet ethnographique, en tant que documentaire ethnographique, mais il est quand même patrimonialisé en tant que texte littéraire, dans la mesure où c'est le manuscrit qu'on a fait entrer dans un musée, et donc on a séparé le texte de sa matérialisation dans une collection avec un petit format qui circule, qui se vend, etc. Et c'est le manuscrit qui est devenu objet patrimonial. Bon, moi, j'ai lu votre cahier dans Culture et Musée, et j'ai eu aussi une très bonne doctorante qui a fait sa thèse sur la maison, comment il s'appelle? Oh, je vais avoir du mal à retrouver son nom. L'auteur qui fait des phrases si longues que… Marcel Proust. Hein? Marcel Proust. La maison Proust. Donc, il y a une maison Proust qui est en fait une maison où il n'a jamais habité et qui a été… Les maisons littéraires, les maisons d'écrivains, c'est un secteur du patrimoine sur lequel je n'ai pas travaillé, sauf à travers la thèse de Delphine, qui est une très bonne thèse. Et donc, tout est faux. Il n'y a rien, il n'y a aucun objet qui a appartenu à Marcel Proust. La maison, c'est la maison de sa tante. On ne sait même pas s'il y est resté pour rédiger une partie de son œuvre, etc. Mais c'est une maison d'écrivains qui attire un public. Et les gens sont assez émus quand ils vont dans la maison qui est censée être la maison de Proust. Donc, je pense que l'œuvre littéraire, là, moi, je vous fais confiance, elle a une valeur patrimoniale liée à l'émotion, au plaisir du texte, au goût de la lecture, mais du point de vue de l'objet dans une collection, non, je pense que c'est très improbable. Ou alors, il faudrait avoir un musée dans lequel on aurait des objets uniques. C'est ce qu'on appelle des unicats. Vous savez, dans les musées d'ethnographie, on a 3 catégories d'objets dans la collection. On a le typica, on a l'objet de série, l'objet témoin, et on a l'unica. L'unica, c'est l'exemplaire extravagant, extraordinaire, qui n'a existé qu'une seule fois, et dont on est sûr qu'il n'existe pas d'autres exemplaires. Quand Jean-Jean Rivière, qui a inventé et complètement renouvelé la muséologie des objets ethnographiques, a fait sa vitrine, une vitrine extrêmement célèbre sur laquelle j'ai publié un texte
avec une autre de mes atères il y a déjà très longtemps, la vitrine du vin de Bourgogne, de la bouteille de vin de Bourgogne. Donc, le thème que veut montrer Georges-Henri Rivière, c'est que la bouteille de vin, c'est une création récente qui a remplacé la carafe. Normalement, le vin se conserve dans un tonneau. Mais pour l'amener à table, on ne peut pas prendre... Il faut un instrument pour le transporter du tonneau à table. Donc, on fabrique des carafes. Et puis, la carafe va petit à petit changer de forme et puis se fabriquer de manière industrielle et le vin va être commercialisé en bouteille et plus à partir de tonneaux, ce qu'on appelle une pièce de vin. Donc, pour faire sa vitrine, pour montrer comment on passe de la carafe archaïque à la bouteille moderne, fabriquée industriellement, il a imaginé une série, un peu comme on le fait dans les muséums d'histoire naturelle, pour montrer la série évolutive. Vous savez, une vitrine qui torturait et qui terrorisait tous les responsables des muséums d'histoire naturelle, c'était la vitrine sur l'évolution de l'homme. C'est-à-dire, dès qu'on faisait une vitrine sur l'évolution de l'homme, comment les premiers hominides étaient apparus sur la Terre et comment on était arrivé à Homo sapiens, ils savaient qu'ils allaient être surveillés par tous leurs collègues et qu'ils allaient déclencher toutes les théories qui s'affrontaient sur le chaînon manquant dans l'évolution de l'homme. Donc, c'est des vitrines qui faisaient peur à tout le monde. Donc, ce que dit Rivière, c'est pour terminer ma vitrine, j'ai besoin de 7 unicats. Et donc, il envoie des gens un peu partout dans le monde. Finalement, il l'a trouvé et il l'a acheté à prix d'or en Angleterre. Parce que pour faire comprendre comment on passait de la carafe à la bouteille, il avait besoin d'un unicat. Il en a fait l'acquisition et il l'a mis dans sa vitrine. Bon, le typica et l'unica. Après, les autres objets, c'est les naturalia, etc. Bon, si vous vous intéressez à la littérature professionnelle des musées, vous trouverez facilement des références sur ce domaine-là. Si je peux me permettre, sauf si quelqu'un a des questions à poser. Non, je peux y aller? Bon. Bon, habituellement, je m'y retrouve mieux parce que je prends en note sur Word et je surligne, etc. Et donc là, j'ai dû faire ça à la sauvage, à la main, puisque je n'avais plus accès à mon écran. Mais donc, j'ai quand même une question sur le fait que… C'est bien la technique sauvage à la main, c'est pas si mal. Oui, oui, après, pour s'y retrouver en direct, c'est quand même un peu plus peau de banane, mais bon, voilà. Si je comprends bien, est-ce que vous considéreriez que le patrimoine au sens strict est nécessairement une procédure administrative telle que celle que décrit Nathalie Hennig, par exemple, dans son bouquin sur la fabrique du patrimoine, et est-ce que ça doit être nécessairement, est-ce qu'il repose nécessairement sur un objet, puisque j'ai constaté que vous reveniez très régulièrement au cadre des musées. Or, il me semble qu'il y a quand même des exemples qui nous amènent à sortir du musée, que vous évoquiez par exemple lorsque vous parliez de l'émotion ressentie par le public qui allait dans la maison de tante Léonie, donc la tante de Marcel Proust. Même si le lieu en question, j'ignore d'ailleurs si d'un point de vue administratif, il est répertorié comme relevant du… Ce n'est pas un musée, c'est une maison d'écrivain. On peut faire ce qu'on veut dans une maison d'écrivain. Oui, on est dans la catégorie des centres d'interprétation. On n'est pas musée de France. Donc, on est libéré C'était ma question. À part le fait, les seules réglementations qu'on a à subir, c'est qu'on accueille du public. Et pour ça, il y a une réglementation qui est relatif à la sécurité des visiteurs, c'est tout. Mais du point de vue scientifique et culturel, on fait ce qu'on veut. Mais du coup, ma question, c'est, vous dissociez, est-ce que vous allez jusqu'à dissocier, je dirais, le patrimoine au sens technique et notamment administratif du terme, de la manière dont ce que, je dirais, le langage plus courant, une extension plus large, désigne aussi comme patrimoine et qui génère
des émotions d'ordre patrimonial, comme je pense par exemple quand vous évoquiez la queue qui était faite pour venir discuter avec vous du bouquin dont j'oublie le nom de Paul-Émile Victor, c'était parce que les gens, ça faisait partie de leur propre vécu, et là vous aviez un moment de communauté en fait, donc nécessairement social aussi à une échelle réduite qui est celle de votre exposé. Si les gens venaient vous voir, c'est parce qu'il y avait une émotion qui était liée à un vécu, et à un vécu manifestement partagé, puisqu'ils voyaient que d'autres personnes avaient eu entre les mains, non pas le même exemplaire du livre, mais avaient partagé la même histoire. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? alors, mais moi, ça ne me gêne pas, ces deux définitions du patrimoine. Bon, moi, j'ai enseigné, j'ai fait des cours de muséologie pendant 10 ans, donc quand j'expliquais à mes étudiants ce que c'est que la patrimonialisation, il faut raconter, il faut leur donner des éléments et des repères précis. On ne peut pas dire que le patrimoine, c'est une émotion partagée. Je pense que le patrimoine, on est dans quelque chose qui est rationnel et donc qui doit être partagé par une communauté scientifique. Et donc, on patrimonialise normalement pour l'éternité, pas sur le coup d'une émotion. Si le patrimoine, dans 3 ans ou dans 5 ans, il fait plus sens, c'est qu'on s'est trompé. On a patrimonialisé à tort et à travers. Parce que c'est coûteux de patrimonialiser. Ça veut dire que on va faire un travail scientifique, on va faire un traitement physique sur l'objet. Il ne faut pas qu'il s'abîme, il faut le remettre en état. S'il est déjà corrompu par des insectes ou des végétaux qui le mangent de l'intérieur, il faut qu'on le nettoie. Mais donc, vous considérez que nécessairement, ça doit être un objet, ça doit avoir une forme matérielle. Ou un monument ou autre chose, mais de toute manière, l'entretien du patrimoine a un coût, et un coût élevé. Je pense que même en France, c'est assez dramatique. On dépense tellement d'argent pour le patrimoine et les monuments classés, etc., que toute la société, en fait, regarde son passé et elle oublie de se préoccuper de l'avenir et du présent. Donc, est-ce qu'on a raison de consacrer autant d'argent au patrimoine, aux monuments et aux collections? Moi, je pense que non. Je me pose la question quand même bon, je pense à une œuvre littéraire, mais perçue comme, entre guillemets, une abstraction, même s'il existe des exemplaires des ouvrages, même s'il existe potentiellement des manuscrits, tout le discours qui est véhiculé autour d'une œuvre littéraire, que ce soit un livre ou toute l'œuvre d'un auteur, est-ce que ça ne fait pas, ça ne génère pas quelque... Alors peut-être que le terme n'est pas adéquat, mais enfin c'est celui qui est utilisé de nos jours. Est-ce que ça ne fait pas tout de même patrimoine, même si on n'est pas dans l'ordre je dirais, d'une administration comme celle qui est liée aux collections de musées, mais avec quand même, je dirais, un corps professionnel qui génère des discours, des images, qui les fait circuler d'une certaine façon, avec, je dirais, le soubassement scientifique, notamment lié au monde universitaire, que Jean Davalon estime indispensable pour, je dirais, patrimonialiser. Je ne sais pas si ma remarque était claire. Alors, non, moi, je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre les exigences administratives. Il faut surtout dire les exigences scientifiques, de consensus et de rigueur dans lequel on prépare un objet pour le faire entrer dans le patrimoine. Un objet ou une œuvre, comme on dit aujourd'hui, je déteste ça, immatérielle. Parce que quand on dit qu'on est dans du patrimoine immatériel, la première chose qu'on fait, c'est on l'enregistre, on le photographie et on fabrique un objet. Les choses qui sont dans la mémoire, inscrites dans la mémoire, les morceaux de musique, les chansons, les œuvres qu'on a lues, forcément qu'elles vont disparaître. On ne peut pas préserver l'avenir avec la mémoire, puisque la mémoire, elle a une courte durée. C'est l'histoire qui va permettre d'inscrire des éléments forts dans la durée et les faire se transmettre de génération en génération. La mémoire n'y parvient pas. En plus, elle n'est pas rationnelle, elle est totalement affective. Donc, je pense que c'est pas seulement, je n'insiste pas volontairement sur l'aspect administratif, je m'en fous un peu de l'aspect administratif. Je veux surtout insister sur l'aspect
consensuel d'une communauté de gens compétents pour décider de ce qui entre dans le patrimoine ou n'y entre pas. Alors, ceci dit, le problème se pose ailleurs que dans les expositions et dans les musées. C'est la même chose pour la musique. Et donc, on voit bien que la musique, elle est fragile, que les supports sur lesquels on essaie de la conserver dans la durée, ils se dégradent très vite. C'est la même chose d'ailleurs. Quand on regarde les archives de l'INA, de l'audiovisuel de l'INA il y a 10 ans, et qu'on voit ces trucs gris et pâles, on voit bien que ça ne marche pas, notre affaire. Aujourd'hui, si on veut conserver et transmettre de génération en génération, il faut se donner des moyens, et des moyens lourds. Ça veut dire que les films, il faut les réenregistrer. Aujourd'hui, on numérise les collections. On en a numérisé environ 1 millième. Ça veut dire que ce travail-là, c'est un travail considérable. Si on veut tout numériser, toutes les collections des musées de France, il y en a encore pour au moins 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Sachant que on les ne peut collections pas numériser sans se re-questionner sur la nature de ce qu'un objet et vérifier les renseignements qu'on numérise. Donc, c'est un travail très long. Et en plus, les machines qu'on utilise aujourd'hui, dans 5 ans, elles ne marcheront plus. Donc, il faudra tout réenregistrer. Ce n'est pas parce qu'il y a une mauvaise volonté des gens de mal faire le travail, c'est parce que l'industrie de l'informatique, c'est une industrie de l'éphémère. Il faut que tous les 3 ans, tous les 5 ans, on change de machine et qu'on puisse à nouveau dépenser de l'argent pour faire fonctionner le numérique. Et donc ça, c'est sans fin. Et donc l'entreprise de numérisation des collections, elle est perdue d'avance. Et le fantasme qu'on pourra consulter à distance toutes les collections conservées dans les musées, ça, c'est de la folie pure. Parce que si on ne sait pas ce qu'on cherche, vous avez fait l'expérience tous les jours dans Internet on ne trouve rien. Il faut savoir ce qu'on cherche et, si possible, pouvoir l'identifier avec une grande précision. Ce sera la même chose avec ces collections numérisées. Oui, mais ça vend bien de laisser croire à ce fantasme-là. Bien sûr. J'ai une question qui va peut-être nous paraître saugrenue, mais je pense qu'il est utile de se poser la question. Vous parliez que la numérisation, il y avait une obsolescence programmée de cette numérisation. Mais quel serait le statut au niveau patrimonial et au niveau des gens de la profession, conservateurs de musées ou autres, pour les œuvres, par exemple comme l'exposition de Starobinsky à Genève qui a été numérisée et qui a été mis en ligne. Quel sera le statut de ce genre d'exposition qui a été non pas uniquement fait de façon numérique, mais qui a nécessité quand même une numérisation pour que justement il y ait un accès privilégié justement à cette exposition. Quel serait le statut au niveau des gens qui s'occupent du patrimoine par rapport à ce genre d'exposition? Bon, alors, c'est à la fois une question compliquée et une question très simple. Comme vous, j'ai été bloqué chez moi puisqu'on ne pouvait plus voyager et visiter des musées. Moi, je visite en moyenne entre 30 et 50 expositions et musées par an. Ma seconde vie, ma vraie vie, c'est quand j'entre dans une... Alors, en plus, comme je suis professionnel et membre de l'UICOM, j'ai aucun scrupule à y aller puisque je ne paye jamais. Pour moi, l'entrée est gratuite. Donc, je vois beaucoup d'expositions et beaucoup de musées. Et je dois dire que je sais visiter une exposition et je sais visiter un musée. Quand j'ai matériellement pas pu me déplacer, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé les expositions en ligne. J'en ai regardé, alors je n'ose plus dire le nombre, mais tout ce que j'ai trouvé, j'ai regardé. Et du début jusqu'à la fin. Au début, je prenais les notes, et puis après, j'ai trouvé ça tellement mauvais et tellement ridicule, presque grotesque, que j'ai dit, tu perds ton temps. Mais effectivement, 1 sur 100, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, c'est d'ailleurs rien de numérique, il y a quelqu'un qui vous prend par la main au début de l'exposition, qui fait une excellente médiation, pas pour spécialistes,
Pas en se disant, attention, je parle sous le contrôle de mes pairs et concurrents, et donc si je dis une bêtise, ils vont me taper dessus et se moquer de moi. Donc, ils vous parlent comme si vous étiez une vraie personne qui ne sait rien, et j'ai trouvé ça formidable. Mais c'est un format qu'il faut inventer. C'est un mode d'expression aujourd'hui qui n'est pas mûr. On n'en a pas fait assez. Je crois que tout le problème des formats numériques, vous avez vu le succès de ces petits films de YouTube. Bon, moi, j'en regarde de temps en temps parce que tout le monde me dit « tu devrais regarder le YouTube, machin truc, sur la vulgarisation ». Je m'endors au bout de 3 minutes. C'est tellement idiot et bête. Mais de temps en temps, il y en a un qui est génial. Donc, il va y avoir de l'inventivité et de la créativité au fur et à mesure que ces formats vont vieillir. Et il y aura des gens qui sauront inventer, fabriquer et créer sur ces formats contraints. Je pense que c'est pareil pour les expositions en ligne. Les expositions en ligne qu'on voit en ce moment, 9 fois sur 10, c'est vraiment cata absolu. J'étais au jury de thèse de la première thèse sur la réalité augmentée. Et donc, tout le monde disait la réalité augmentée, ça va complètement transfigurer la manière de visiter un musée et de regarder un tableau. Alors donc, par précaution, j'ai dit, ce que j'aimerais bien, c'est avant la thèse, qu'on m'envoie, que je puisse me faire… Moi, je n'ai jamais vu de réalité augmentée, donc je me vois mal aller une thèse en ayant… Est-ce que je peux en voir, en écouter et en vivre quelque part de la réalité augmentée devant un tableau? Alors, on m'a donné une adresse, j'y suis allé, et là, qu'est-ce que j'ai entendu? On m'a foutu un truc sur la tête, etc. Ça m'a donné le vertige, parce que moi, comme je porte des lunettes en plus, c'est pas simple. Et là, j'ai entendu quoi? Une espèce de schématisation du tableau avec un discours que j'ai déjà entendu 1000 fois d'historien de l'art, qui ne m'intéresse pas et qui ne répond pas aux questions naïves que je me pose sur le tableau. Donc, je sais déjà que la réalité augmentée faite par les historiens d'art spécialistes de la période concernée, ça va ennuyer tout le monde. L'effet de surprise de la technique étant passé, il passe vite. Bon, mais ceci dit, je ne suis pas pessimiste. Je crois qu'on va inventer, on va savoir créer avec ces formats. Mais ça va prendre du temps. Ce n'est pas si facile que ça. En tous les cas, transposer les méthodes de médiation traditionnelles des historiens d'art, si vous voulez, nous, avec nos étudiants, on a fabriqué des audioguides pour certains musées. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer aux gens qui nous avaient passé la commande que la première chose que nous, on voulait faire, c'était de rencontrer les visiteurs et de leur demander quelles étaient les premières questions qui se posaient entre eux, dans leur tête ou avec leurs amis, quand ils étaient devant l'objet pour lequel on avait fabriqué le texte de l'audioguide. Et c'est seulement quand on a eu ces réactions du futur public qu'on a commencé à écrire les textes, notre minute et demie de texte d'audioguide. Et je pense que nos textes d'audioguide, ils ne ressemblent pas du tout à ceux que l'on rencontre aujourd'hui dans la plupart des musées, qui sont ni plus ni moins que des duplications du discours standard de l'historien d'art, le texte qu'il écrit dans les catalogues pour ses collègues essentiellement, ou pour des amateurs très avertis. Nous avions aussi une question de Corinne Barbon. Oui. C'est bon, je vous remercie. C'était simplement par rapport justement notamment à la musique et je rejoignais Mathilde Labbé sur sa question du manuscrit. Est-ce qu'il faut, je ne sais pas si on prend Mozart, est-ce que c'est la partition qui est le patrimoine du coup ou est-ce que c'est effectivement, même si vous n'avez pas ce mot d'immatériel, mais il y a quand même une part immatérielle au patrimoine et cette part émotionnelle qu'on ne peut pas nier. Voilà. Moi, je n'aime pas la notion de patrimoine immatériel, mais ça, je ne veux pas dire du tout que l'interprétation n'a pas quelque chose à voir avec… La partition n'est pas suffisante. Mais c'est toujours une question aussi de regard, parce qu'en fait, avant, j'ai travaillé au musée Olam, notamment sur l'art brut,
Et il y a toujours aussi quand même cette dimension historique, cette dimension du temps qui passe et du regard et le temps de construction en fait, du patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, l'art brut, ce n'était pas encore considéré comme du patrimoine. Aujourd'hui, ça l'est. C'est parce qu'il faut aussi tout ce temps et tout ce regard, en fait, effectivement, de la communauté qui crée le patrimoine. Mais il y a beaucoup plus de dimensions que la dimension administrative. Bon, laissons tomber l'art brut parce que ça m'intéresse aussi. Et je m'intéresse beaucoup à l'art brut et depuis longtemps. Mais revenons à la partition de Mozart. C'est clair que la partition de Mozart, elle est écrite et donc, en plus, quoique les partitions de Mozart sont beaucoup moins contraintes que celles de Beethoven, ils ne donnent pas d'indications, ne donnent pas beaucoup d'indications sur l'interprétation. Moi, je suis un fan de France Musique. J'écoute France Musique quasiment du soir au matin, même en musique de fond quand j'écris. Donc, je suis très sensibilisé à cette question des interprétations. Et je dois dire qu'il y a un certain nombre d'interprétations aujourd'hui, puisque je suis baigné dans la musique classique sans arrêt, je les reconnais dès la première mesure, comme on le fait pour les chansons de variété. Donc, je crois qu'effectivement, l'interprétation, c'est une dimension très importante. C'est la même chose pour la littérature. Le texte d'un roman, le texte d'un ouvrage fondamental, il y a la manière de le reconnaître, elle est infinie. Il y a 1000 manières de le lire et de le comprendre. Et est-ce que ça fait partie du patrimoine? Je ne sais pas. En tous les cas, ça fait partie, peut-être pas de la production du patrimoine, mais de ce que j'utilise l'opposition de Eliseo Véron entre production et reconnaissance. Moi, je pense que la production de l'exposition ou la production du patrimoine, c'est un axe d'analyse, mais il y a un deuxième axe d'analyse qui est au moins aussi important et qui est l'axe de la reconnaissance du patrimoine. C'est-à-dire le fait que quand on va dans un monument, ou quand on va dans une exposition, ou quand on est devant un tableau, bon, moi je me souviens, quand enfin on a fait notre grand voyage à New York, je voulais absolument aller au MoMA et je voulais voir la nuit étoilée de Van Gogh. Et je me disais, ça va être catastrophique parce qu'il y aura tellement de monde devant le tableau que tu ne pourras même pas le regarder. Et en plus, je n'ai pas eu de chance dans ce voyage à New York parce que je suis allé au MoMA, un jour par semaine, il est gratuit. Et donc, le MoMA, le jour de la gratuité, il est envahi de jeunes, d'adolescents. Ils courent, dès l'ouverture, ils courent comme des fous pour aller, alors ils ne vont évidemment pas devant Van Gogh, ils vont devant la période pop des années 70. Et là, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle, tellement ils sont nombreux et fascinés par cette salle. Donc, j'étais avec mes amis, et donc on est allé, je savais exactement où était le tableau, on va perdre du temps, au 5e étage, le numéro de la salle. On est arrivé devant la nuit étoilée, nous étions seuls. Donc, j'ai parlé 20 minutes. Moi, je connais le tableau par cœur. Je sais comment il a été fabriqué, où il a été peint, à quel moment, pourquoi c'est un tableau réaliste, quelles sont les sources de Van Gogh, etc. Je sais tout de ce tableau. Mais de le voir, c'est absolument irremplaçable. Je n'ai vu que des reproductions. Les reproductions en ligne de la nuit étoilée, c'est honteux. Et en plus, la touche Van Gogh, c'est quelque chose que le numérique aujourd'hui est incapable de faire ressentir. Donc, je crois beaucoup au volet reconnaissance du patrimoine et l'émotion que ça procure chez les gens cultivés, hein, pas chez les autres. Parce qu'on peut vous mettre devant la nuit étoilée, si vous ne vous intéressez pas à la peinture et si vous ne savez pas que Van Gogh est un peintre réaliste dont le maître était Millet et qu'il rêvait de faire de la peinture comme Millet, vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un tableau de Van Gogh. Bon, mais donc je crois beaucoup au volet reconnaissance et interprétation de la musique et de l'œuvre littéraire, bien sûr. Mais ça ne préjuge pas de la patrimonialisation. Il faut que cette patrimonialisation soit faite de manière propre, aussi précise que possible, et qu'elle permette de préserver la durabilité du patrimoine. C'est ça qu'on lui demande. Après, l'émotion du point de vue des spectateurs ou des visiteurs et leur procédure personnelle de reconnaissance, ça ne regarde qu'eux. Et ça dépend premièrement de leur culture préalable, de leur culture première,
et puis de leur habitude d'aller dans les expositions et les musées. Ça ne s'invente pas, ce n'est pas spontané. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Moi, je trouve que c'est difficile de dire qu'il n'y a pas une part de spontané, pour moi, c'est vraiment difficile d'entendre que l'émotion, en fait, ne peut pas participer à la patrimonialisation parce qu'il y a quand même un moment où c'est parce qu'une œuvre a créé une émotion que des scientifiques, qu'il y a aussi le regard scientifique qui vient. C'est pas, pour moi, les deux se mélangent. Alors, je vais reprendre l'exemple de l'art brut, qui n'est peut-être pas le bon exemple, si ça va peut-être nous emmener trop loin, mais quand on n'est pas obligé d'avoir un bagage pour reconnaître une œuvre, et si l'œuvre elle parle d'elle-même à une communauté, après les scientifiques peuvent être aussi amenés à la regarder et à la patrimonialiser. Donc pour moi, il y a quand même la part de l'émotion qui. Je pense que vous vous trompez. Voilà, c'est tout. Madame, je pense que vous vous trompez. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, nous, on a été, c'était ma génération, nous, on a été bouleversés par le livre de Bourdieu, L'amour de l'art. Et donc, qu'explique Bourdieu dans L'amour de l'art? Plus personne ne se souvient très bien de L'amour de l'art. Il explique que quand on n'a pas eu la chance d'avoir une éducation en histoire de l'art, on passe plus de temps dans la boutique à regarder des reproductions que devant les tableaux. C'est ça qu'il explique. Et le dernier séminaire de recherche que j'ai donné avant de quitter l'université, c'était pour obliger les étudiants à relire Bourdieu. Parce que qu'est-ce que dit Bourdieu? Bourdieu, il dit, le goût, ce n'est pas quelque chose dont on hérite à la naissance. On n'a pas la chance d'avoir une fée qui vient sur notre berceau et qui nous dit, je te donne le bon goût. Le bon goût, c'est le résultat de l'éducation. Si j'ai la chance de grandir dans un milieu où il y a des reproductions, et si on m'emmène tout jeune dans un musée, et si quelqu'un, un médiateur, me donne des éléments d'histoire de l'art, je vais me fabriquer du goût, et donc du bon goût. Sinon, je n'ai pas de goût du tout. C'est-à-dire que quand j'arrive devant un tableau de Poussin, on a été une année invité par le musée des Beaux-Arts de Lyon à faire un travail spécifique sur les textes affichés, puisque moi je suis linguiste, donc j'aime beaucoup les textes affichés dans les musées, sur les textes affichés dans une exposition temporaire sur Poussin. Je ne sais pas si vous aimez Poussin ou si vous avez Poussin, je ne peux pas vous montrer un tableau de Poussin. Mais les tableaux de Poussin, d'abord, c'est des très beaux tableaux, mais c'est des tableaux très compliqués. La première complexité d'un tableau de Poussin, c'est qu'il vous montre une scène religieuse. Comme vous le savez, le catholicisme et le catéchisme en a pris un coup dans les ailes. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui, voyant un motif religieux dans un tableau, sont capables de dire c'est l'Annonciation, c'est ceci, c'est cela. Donc, la première énigme quand on est devant un tableau de Poussin, c'est qu'est-ce que montre ce tableau? Qu'est-ce qu'il représente? 9 fois sur 10, on n'en sait rien. On n'en sait plus rien. Donc, la première chose que je dois dire à un public qui voit pour la première fois un tableau de Poussin et qui ne sait pas qui est Poussin, un des plus grands peintres français, c'est de déchiffrer le motif, de lui dire Poussin, sur ce tableau, a voulu montrer ceci ou cela. Si je ne sais pas ce que Poussin montre, déjà, je ne vais pas loin. Donc, quand on a eu la chance d'interagir avec la responsable de la médiation et la conservatrice qui était commissaire de l'exposition. Et donc, on a choisi 10 tableaux qui étaient, selon les organisateurs de l'expo, les plus intéressants et les plus importants. Et donc, au lieu d'écrire une étiquette autonyme, c'est-à-dire une étiquette où vous avez la date, la matérialité, le nom du peintre, sa date de naissance et sa date de mort, on a fait ce que j'appelle des étiquettes prédicatives. Donc, aujourd'hui, dans le jargon des professionnels, des étiquettes développées. Et donc, après, on a observé à leur insu les visiteurs pendant une semaine et on a noté leur parcours, où ils s'arrêtaient le plus longtemps, devant quel tableau ils s'arrêtaient et où ils s'arrêtaient plus longtemps que devant tous les autres. Ils se sont arrêtés surtout devant les tableaux où il y avait des étiquettes développées, des étiquettes prédicatives. Et après, on leur a fait un petit mémo dans lequel ils devaient choisir les 3 tableaux dont ils se souviendraient longtemps et qui les avaient les plus intéressés. Quels tableaux ils ont choisi? Ceux
pour lesquels ils s'étaient arrêtés et pour lesquels ils avaient eu la chance d'avoir une étiquette prédicative qui n'était pas une étiquette d'historien d'art, mais une étiquette qui répondait à leur curiosité spontanée quand on s'arrête devant un tableau. Bon, donc, le goût, c'est une affaire d'éducation. La reconnaissance du goût, ce n'est pas du tout quelque chose qui est lié à l'émotion et au hasard. Il y a de l'émotion, bien sûr, mais il y a d'abord l'éducation. Et donc, mon séminaire sur Bourdieu, les gens, ils avaient une image de Bourdieu, ils n'avaient pas imaginé que Bourdieu expliquait des choses aussi simples que cela. J'étais content de terminer ma carrière d'enseignant-chercheur sur un séminaire avec Bourdieu. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture ici. Encore un grand merci aux deux intervenants, intervenantes d'aujourd'hui.